Bonsoir, je recevrai ce soir un invité qui a fait le choix d'investir dans le palmier à huile. Lui a fait donc ce choix pour tenter d'apporter sa contribution au développement du secteur de la filière Cogra, une filière délaissée, comme vous le savez, depuis la dissolution des deux principaux offices OCC et OCV, l'Office congolais du café et du cacao et puis l'Office congolais des cultures vivrières. Depuis ce jour, en tout cas, la filière Cogra bat de l'aile et lui a donc fait le choix de tenter l'impossible, de se jeter dans ce qu'on appellerait l'inconnu. En tout cas, Michel Diombo, informaticien de formation, converti donc depuis dans l'agriculture, expérimente depuis bientôt 6 ans la production d'huile de palme. Bonsoir Michel. Bonsoir, merci de me recevoir et de donner cette tribune à l'agriculture congolaise. Alors vous êtes d'origine, je l'ai dit, informaticien, vous faites le choix donc de vous lancer dans un secteur aussi délicat que celui de l'agro-industrie. C'est quelque peu osé. C'est vrai, c'est vrai. La question revient souvent. Et d'ailleurs, je le disais il y a quelques mois à votre collègue Dulcine Pambou lorsqu'il est venu à l'exploitation nous rencontrer, qu'à un moment en rentrant au Congo, parce que la décision, je l'ai prise de rentrer au Congo, participer au développement, parce que je sentais très franchement que de loin, je ne pouvais pas apporter ma pierre à l'édifice, il me fallait rentrer. Et en rentrant, il fallait faire une analyse simple. Nous sommes à quelle année? En 2012. Voilà. Donc, mon retour au Congo en 2012. Et est-ce que, en tant qu'informaticien, je pouvais avoir la même plus-value que dans un autre secteur? Donc j'ai fait un peu la revue de la situation économique du Congo, de voir les secteurs qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. Et étrangement, j'ai choisi l'un des secteurs qui fonctionnait le moins bien, c'est l'agriculture. Mais je me suis pris de passion pour l'agriculture et je me suis dit qu'en alliant l'aspect technique de mon profil d'ingénieur, mon amour des chiffres, mon amour de la compréhension technique des rendements, les aspects agronomiques m'ont fortement intéressé, que je pouvais monter quelque chose de durable qui fonctionnerait dans l'agriculture. Avez-vous évalué les risques? Parce qu'on a toujours dit que c'est un secteur qui a toujours posé des problèmes, qui a du mal à décoller. Venir se jeter comme ça, c'est qu'on a réuni certainement les éléments nécessaires pour prendre la décision d'investir dans ce secteur de l'agriculture. Tout à fait. Comme je vous dis, je suis rentré au Congo en 2012, mais n'ai décidé de me lancer dans le palmier à huile en compagnie de mon frère qu'en 2013. Donc on a pris 1 an de réflexion, 1 an à étudier les réalités du secteur au Congo, à regarder les rendements comparés entre les autres pays et le Congo, et surtout de comprendre un peu la dynamique culturelle au Congo, où est-ce qu'on plante quoi, qu'est-ce qui était adapté où. Et nous avions un embryon de palmeraie près de Brazzaville. Et ce qui nous a décidé, c'est de voir à l'époque déjà, alors que cette palmeraie était complètement à l'abandon, de voir déjà les rendements de cette palmeraie. Donc on a comparé avec ce qui se faisait dans les palmeraies industrielles et on a compris à ce moment-là le potentiel de cette palmeraie. C'est ça qui nous a décidé à faire le grand saut. Le palmier, c'est bien, mais c'est vraiment un saut dans l'inconnu lorsqu'on sait que de l'expérience, le palmier à huile, qui a été pratiquement l'apanage du public depuis la disparition donc de l'État de Providence, aucun privé n'a osé s'investir et se lancer dans ce secteur du palmier à huile. C'est un peu une tendance récente. Vous avez raison, mais en regardant un peu la dynamique agricole mondiale, les aspects liés aux commodités agricoles, on se rend compte que on n'a aucune chance dans nos environnements embryonnaires au niveau agriculture, avec tout ce qui est commodité agricole mondialisée, le maïs, les céréales en général, le blé. Bon, le blé en l'occurrence ne pousse pas ici, mais le Congo a longtemps voulu faire du maïs pour se concurrencer aux pays qui ont déjà une historique importante dans ce domaine, et ce n'est pas possible. Donc on s'est rendu compte en revanche, parce que dans des pays où on ne produit pas l'engrais, on ne peut pas produire
on ne peut pas aller dans des cultures qui sont fortement demandeuses d'engrais. Parce qu'on ne sera pas compétitif vis-à-vis des pays comme l'Argentine. Ça serait des choix hasardeux. Voilà. Mais en revanche, le palmier à huile, lui, est une culture peu demandeuse en engrais. L'arbre en lui-même est très rustique, donc arrive à résister dans nos savanes. Vous avez vu les éléments qui ont été filmés dans notre exploitation. Nous sommes une exploitation 100% en savane. Donc un arbre rustique qui résiste bien, qui demande peu d'intrants importés de l'étranger. Tout à fait. Donc c'est l'une des seules cultures dans laquelle le Congo peut se retrouver et être compétitif vis-à-vis du marché international. Et tout ça sont donc ces éléments que nous avons recueillis dans cette année d'études qui a précédé le lancement de notre activité. Et vous avez fallu combien de temps? Une seule année vous a suffi de cerner les différents contours du secteur? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'études dans le palmier. C'est la filière Colga quand même qui est assez... Voilà. Déjà, je vous dirais que... beaucoup concurrencée d'ailleurs par les pays voisins. Beaucoup concurrencés par les pays voisins, mais qui quand même tous sont déficitaires. Il n'y a pas de pays en Afrique centrale qui n'est pas déficitaire en n'importe quel produit issu de la filière Colga. Que ce soit l'huile de table, que ce soit l'huile rouge non raffinée, que ce soit les savons. Même le Cameroun que nous connaissons comme étant un grand pays producteur n'est pas autosuffisant. À l'époque, le Cameroun produisait jusqu'à 360 000 tonnes d'huile de palme par an. Et ils ont eu un énorme déficit de 90 000 tonnes il y a 2 ans. Ils se sont mis à importer de l'huile de palme. Donc même le Cameroun aujourd'hui n'est plus autosuffisant. Dans quel état avez-vous trouvé finalement la zone d'Igné? Puisqu'il s'agit de la zone d'Igné. Il y avait une palmeraie, une vieille palmeraie que vous avez récupérée et peut-être réhabilitée et modernisée. En fait, il ne s'agissait pas d'une palmeraie préexistante, il s'agissait d'une palmeraie qui avait été plantée dans le cadre familial. Voilà, donc juste une familiale, voilà, qui a 15 ans. Nous l'avons hérité, je dirais entre guillemets, de notre père qui menait une expérimentation dans la zone. Et il voulait montrer l'exemple en étudiant différentes spéculations, différentes cultures, et y compris forestières, qui pouvaient être faites dans la zone. Donc il fallait prouver que il prêchait dans le cadre de son activité l'arrêt de la déforestation, et il fallait avec l'autre main prouver qu'on pouvait faire des choses rentables en savane. Mais son expérience s'est arrêtée à la démonstration de la faisabilité, malheureusement, parce que de par son activité, il ne pouvait pas bien entendu se lancer dans une activité économique en parallèle. Voilà, donc nous on a pris le bâton de pèlerin, on a pris le relais. On a réalisé l'intérêt de ce qu'il avait fait et on a multiplié aujourd'hui par 10 ce qui existait. Lorsque vous arrivez, vous étiez à combien d'hectares? À 40 hectares. La première année? À 460 hectares plantés, dont environ un quart sont aujourd'hui en production. Alors, la majorité, lorsqu'on voit ceux qui se lancent un peu dans la plantation, l'exploitation des palmiers à huile, c'est généralement en forêt. Et vous faites le choix finalement de la savane. C'est assez novateur quand même comme démarche. Il faut dire en toute honnêteté qu'avec toutes les avancées techniques qu'il y a dans le palmier à huile, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'aller faire du palmier à huile en forêt. Il n'y a aucune raison? Aucune raison. Aujourd'hui, dans notre exploitation, dans plusieurs autres, nous ne sommes pas les seuls à avoir fait du palmier à huile en savane. On prouve que le delta, donc la différence de rendement entre la savane et la forêt, aujourd'hui, même en termes économiques, ne justifie plus d'aller en forêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de projets de palmiers à huile qui, en réalité, n'ont pas les fonds suffisants pour se lancer, pour réaliser les projets. Donc, ce qui se passe, on a des gens qui viennent avec des masques, en réalité, de forestiers, qui viennent, on a des exemples, y compris au Congo, qui sont allés pour abattre la forêt, en sortir un gain et de pouvoir derrière générer les revenus nécessaires à investir dans la filière palmier. Ils voulaient faire un peu coup double, je dirais. Mais aujourd'hui, en tant que Congolais, on ne peut pas de façon irresponsable aller raser des centaines d'hectares de forêt. C'est notre avenir. C'est même irresponsable. C'est irresponsable. Donc juste pour conclure sur cet aspect, pourquoi la savane versus la forêt, aujourd'hui, nous sommes à 12 tonnes par hectare de régime de noix de palme, comparé à une moyenne en Afrique centrale qui est de 15 tonnes. 15 tonnes. Donc, ça, c'est en savane. Nous, à 12 tonnes, on est en savane à 12 tonnes. En forêt, la moyenne en Afrique centrale est de 15. De 15. Donc, vous voyez, on a environ 25% de delta, mais pour une différence de coût logistique qui est exorbitante. Nous, on est... imaginez, pour commencer à planter le moindre arbre en savane, vous mettez 50, 60, 70 000 et vous pouvez déjà commencer à planter parce qu'il ne s'agit que de dessoucher. Mais en forêt,
vous allez abattre des arbres qui des fois sont assez conséquents. Vous allez d'abord dépenser plusieurs millions de francs CFA par hectare avant de commencer à planter. Donc vous imaginez le retour sur investissement, il est à 15, 20, 25 ans. Alors que nous avons des calculs très précis. À la 7e année d'entrée en production, nous avons un retour sur investissement. Vous labourez, vous faites comme tout bon agriculteur, vous plantez, vous avez... D'où recevez-vous finalement les intrants, tout ce qu'il faut pour planter? Ça, c'est une difficulté. On a perdu au Congo l'expertise palmier à huile, que ce soit au niveau de l'agronomie, des pratiques agronomiques, les personnes sur le terrain, on a perdu un peu l'expertise, mais également dans la recherche agronomique. Il n'y a pas de production aujourd'hui de graines de palmier hybrides au Congo. Donc on est obligé malheureusement d'importer. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives non plus, même en Afrique. Si vous cultivez le palmier à huile, même en Centrafrique ou en RDC, vous êtes obligé de vous approvisionner dans des instituts de recherche, soit de Côte d'Ivoire, soit du Bénin. En fait, c'est le CIRAD français qui a un institut de recherche au Bénin, à Pobé, ou alors à l'IRA au Cameroun. Donc nous, c'est notre cas. Nous, nos graines proviennent de notre voisin camerounais et c'est l'IRA qui nous les fournit. C'est des variétés suffisamment rentables? Ah oui, au contraire, au contraire. L'IRA fait ses recherches dans un environnement assez proche du nôtre, donc à la fois climatique, à la fois pédologique. Donc quand ils vous vendent des graines, ils vous assurent qu'elles sont tout à fait adaptées à votre environnement. Et on se rend même compte qu'on avait fait des tests avec des graines d'origine de Pobé au Bénin, et les rendements d'une petite surface, une dizaine d'hectares, et on compare avec les rendements de l'IRA, ils sont excellents. Du point de vue de la richesse de la terre, la richesse et puis la rentabilité, on a l'impression que c'est pas forcément, vous avez dit que c'est dans la richesse est dans les conditions pratiquement semblables de celles du Cameroun, celles du Congo, celles du Bénin et autres. Mais vous êtes dans une zone dînée qui est un peu plus sablonneuse. Est-ce que ça s'adapte mieux sur du sable? Et justement, cet aspect de terre plutôt pauvre, plutôt sablonneuse, dignée, est ce qui nous a décidé à aller dans le palmier à huile. Pourquoi? Ça paraît bizarre. Oui. Parce qu'on se dit qu'un arbre qui reste productif dans la pire des conditions, si on réussit à améliorer le sol, ça va être le jackpot. Ça va être le jackpot. Ça a été notre raisonnement. Et il a été validé. En 2013, nous sommes partis de 6 tonnes par hectare de noix de palme, donc de 6 tonnes de régime récolté par hectare, à 12 tonnes aujourd'hui sur ces parcelles. Vous vous rendez compte? En améliorant les techniques de récolte, en bichonnant un peu plus les arbres, en les élagant, en les nettoyant proprement, et en améliorant les conditions du sol. Par exemple, aujourd'hui, le sol sablonneux, en réalité, le problème, c'est qu'il se lessive. Lorsqu'on met de l'engrais, il pleut, tout de suite, tout s'en va. Donc l'arbre n'a même pas le temps de bénéficier de cet apport. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on prend les bouts qui sont issus de la presse à huile, donc tous les déchets fibreux, toutes les masses organiques qui sortent de la presse, et on les transforme en compost. Donc, et ce compost, on le renvoie, je suis un peu technique sur la partie. Allez-y, oui, c'est pas mal de comprendre, oui. Dans le pire des cas, on avait des rendements acceptables. Aujourd'hui, on l'utilisez comme engrais. Finalement. Voilà. Donc, c'est une économie complètement circulaire. Et avec ça... Rien ne se perd, rien ne se crée. Exactement. Voilà. Et avec ça, on arrive à diminuer à la portion congrue notre besoin en engrais chimiques. Donc, ça n'est pas juste parce qu'on a une fibre environnementaliste, je ne vais pas vous mentir, mais ça a un intérêt économique indéniable. Est-ce que vous n'avez pas fait le choix aussi par rapport un peu au bruit qu'il y a autour des lobbies de palmier à huile qui s'en prennent foncièrement aux sociétés, qui s'en prennent aux forêts? Est-ce que ce n'est pas là le choix de dire non, pour nous préserver un peu de ces attaques, de ces lobbies, vaut mieux ne pas s'attaquer à la forêt, allons-y en savane, nous serons peut-être protégés. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. C'est un raisonnement clair, oui. C'est clair que, bon, nous sommes, il faut pas se mentir, nous sommes dans un pays où les gens se connaissent tous, on sait ce que son voisin fait, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, on doit avoir une conduite plus éthique, surtout lorsqu'on est politiquement exposé. Donc, il ne faut pas se mentir, il y a déjà cette considération. Ensuite, c'est vrai que par notre filiation, on a une sensibilité environnementale. Donc, je ne me voyais pas aller dans le district natal des Niélé, aller me mettre à raser de la forêt. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, ce n'est pas pour fuir les attaques de ces lobbies, mais plutôt aujourd'hui, ça nous procure une vraie fierté d'avoir une pratique éco-responsable. On le met, vous allez voir nos sites internet, nos pages Facebook, c'est quelque chose qu'on met en avant. Pas pour se vanter de l'avoir fait, mais parce que c'est une grande fierté. Mais ça peut vous procurer quand même de la valeur ajoutée sur le plan international. Ça en a.
On a eu une réunion. Parce que la tendance mondiale est de recommander ou disons, de demander, par exemple, aux potentiels investisseurs de délaisser la forêt pour aller en savane. Et vous le faites. Tout à fait. On a eu une réunion la semaine dernière à laquelle j'ai participé, qui était organisée par plusieurs ONG, dont Rainforest Alliance, WRI. Et c'était une table ronde autour des pratiques éco-responsables de non-déforestation, de planting éco-responsable de palmiers à huile. Donc exactement dans le cadre dans lequel on est. Et il y avait plusieurs pays qui étaient représentés de la zone CEMAC. Et chaque pays venait avec des propositions à la table. Et le Congo a apporté comme proposition que cette plateforme nous accompagne dans la labellisation de l'huile de palme éco-responsable. Donc GTC sera le pionnier au Congo. Donc nous allons pousser pour cette labellisation. D'accord. Vous avez parlé de GTC, vous arrivez, vous créez donc la structure pour mieux s'organiser. La première démarche a été celle de vous organiser. Ça n'a été pas une affaire trop facile, quand même, mettre en place la structure qui s'adapte à la réalité et qui s'adapte aux ambitions que l'on se fait. Tout à fait. Vous créez donc Cap-Fort GTC. Tout à fait. Donc GTC, c'est la société qui porte l'activité. Le Cap-Fort, donc c'est le complexe agropastoral et forestier, donc le site principal de nos activités. Et c'est vrai que ça n'a pas été une mince affaire, surtout pour le recrutement, l'expertise. Nous avons eu beaucoup de mal, comme je disais, on a eu une perte d'expertise au niveau palmier à huile. Donc on a dû, malheureusement ou heureusement, on a dû recruter à l'étranger un certain nombre de techniciens du palmier à huile, précisément venant de Côte d'Ivoire. Et je dis malheureusement parce que des fois les gens crient quand on dit qu'on fait venir des expatriés, mais la réalité est qu'on peut faire venir des expatriés de façon intelligente. On les fait venir et ils forment dans leur spécialité chacun un local qui va prendre le relais. Par exemple, aujourd'hui, on a 5 techniciens ivoiriens dans chacune des branches de notre activité. Et quand ils s'en vont en vacances ou en congé, on n'est pas complètement perdu. Il a formé quelqu'un qui le remplace. Dans 2-3 ans, ce technicien ivoirien va chercher à faire évoluer sa carrière, éventuellement en partant en Côte d'Ivoire. Et on a un nouveau spécialiste de palmier à huile, des produits phytosanitaires, de l'extraction de l'huile de palme, qui aura été formé, qui est un local, un Congolais. D'accord. En fait, c'est la philosophie alors de Exactement, voilà. C'est exactement voulu. C'est des gens qui viennent, mais qui ne viennent pas simplement pour faire du business, mais qui viennent en réalité former, donner la main à d'autres Congolais et qui, eux, prendraient peut-être la relève dans 10, 15 ou 20 ans. Exactement. Vous voyez, par exemple, il y avait des tâches où on avait un rendement de 10% aux standards internationaux, des tâches agronomiques. Grâce à ces Ivoiriens, aujourd'hui, on est à 100 à 120% même. On est mieux des fois que certains standards ivoiriens dans des activités agronomiques. Donc, mais ces tâches-là qui les réalisent, ce sont nos collaborateurs locaux formés par ces responsables ivoiriens. Demain, un de ces collaborateurs décide d'aller faire du palmier à huile tout seul, d'aller se vendre chez l'une des futures sociétés qui voudra faire comme nous, il aura un background. Alors, voyons maintenant la faisabilité. On a vu tout l'environnement, on a vu la philosophie, on a vu ce que vous entendez faire demain. Voyons ce que vous faites aujourd'hui. Vous avez des hectares entiers de palmiers à huile qui sont à maturité, une bonne partie en maturité. Vous exploitez. Vous faites quoi finalement? L'objectif, c'était simplement de faire de l'huile de palme, pardon. L'objectif pour nous, ça a été de monter une activité verticalement intégrée. Parce que nous sommes dans un pays où il y a encore une difficulté à organiser des filières. Aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement être rentable si on reste dans l'amont de la filière en tant que producteur, en ne maîtrisant pas le transport, la distribution, la commercialisation. Donc, on est obligé d'aller le plus loin possible, par exemple, dans la transformation. Donc, aujourd'hui, nous sommes producteurs de savon, donc la marque de savon Bosco, que nous avons mis sur le marché depuis quelques semaines et qui est largement aujourd'hui diffusé à Brazzaville. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on ne peut pas être rentable en étant soit dans la transformation en savon, soit dans l'huile de palme en amont, parce que nous avons des clients qui aujourd'hui achètent encore chez nous de l'huile de palme, qui sont des savonneries, mais elles ne peuvent pas être rentables malheureusement, parce qu'en achetant l'huile de palme au prix du marché, la marge qu'elle réalise est vraiment maigre. Elle est très faible. Voilà, elle est très faible. Parce que les marchés tirent, les nombreux intermédiaires des filières veulent maximiser leur marge, c'est vraiment terrible, vraiment terrible. Donc moi, ma philosophie, c'est que les gros doivent tout faire
pour s'investir dans l'ensemble, dans l'amont et l'aval, établir des prix qui sont corrects pour l'ensemble de la filière, produire des volumes suffisants pour que tous ces espèces de sanctions qui grèvent les populations, à augmenter les prix, à mettre des marges extraordinaires, soient supprimés. Vous faites allusion à qui, ces sanctions? Mais tous ces importateurs et autres? Pas que, on en viendra peut-être aux importations, mais déjà ces distributeurs qui, parce qu'ils ont peut-être les moyens d'acheter un camion, abusent nos mamans qui mettent en bord champ des sacs de foufou, qui mettent leurs tubercules, tout à fait. Ils achètent quasiment à prix coûtant et puis ils viennent à Brazzaville, ils multiplient par 2. Pas 2, pas 3 quelquefois. Oui. Après, ils utilisent comme excuse des fois les difficultés qu'ils rencontrent, les surcharges, les taxes entre guillemets qu'ils subissent sur le chemin, mais ça ne peut pas expliquer ça, ça ne peut pas justifier ça. Et vous voyez, il y a maintenant des cartels qui se forment de la distribution de certains produits, donc c'est tous ces aspects-là qu'on essaie de vouloir un peu clarifier, de vouloir un peu effacer. Pas facile. Pas facile, surtout quand on est seul. Mais bon, on aura au moins peut-être retenu de notre expérience dans 50 ans qu'on avait ouvert le chemin, en espérant quand même ne pas faire que de la philanthropie et de gagner de l'argent là-dessus, mais au moins on aura la grande fierté d'avoir ouvert le chemin. D'accord. Et l'huile de palme, vous produisez quand même une quantité qui peut être consommable quand même sur le terrain. Oui, bien sûr. On est déjà... Vous placez sur le terrain une partie? On est sur le marché et beaucoup de gens, des fois, nous demandent, mais parce que vous savez, des fois, il y a des communicants qui communiquent plus qu'ils ne travaillent. Donc, des fois, les gens me disent, mais je te vois sur les réseaux sociaux, je te vois à la télé, mais tes produits, on ne les voit pas. Ça, c'était avant le savon. Voilà. Parce que l'huile de palme, vous imaginez, certains produits, nous ne le conditionnons pas avec une belle étiquette, GTC, etc. C'était de l'huile de palme en vrac. Voilà. Donc, c'est des grossistes qui venaient prendre. Voilà, c'était des grossistes. Et puis après, c'est l'huile de palme que vous retrouviez dans les marchés. Difficilement traçable alors. Parce que lorsque la maman arrive avec ses 10 ou ses 75 litres de bidon et vient, achète chez vous, et se retrouve sur le marché, commercialise et on ne sait pas que ça vient de 45 km de Brazzaville. Tout à fait. Là, on ne peut pas savoir, il n'y a pas une étiquette. Quand je parle de traçabilité, oui, surtout après, ils le mettent dans une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi. Vous voyez la bouteille, vous voyez simplement le liquide dedans, vous ne savez pas d'où ça vient. Voilà. Donc, ça a été aussi dans un souci de pouvoir identifier sur le marché un produit fini associé à la société. Parce que ce n'est pas pour une question d'ego, c'est une chose très simple. Quand vous allez dans une banque pour emprunter de l'argent, même 1 million, on vous dit quel produit vous avez sur le marché. Quand vous dites que vous commercialisez de l'huile de palme, vous n'êtes pas pris au sérieux. Vous n'êtes pas. On dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il allait faire dans la production d'huile de palme? Vous revenez. Il vous décourage alors? Ah, tout à fait, complètement. Parce qu'ils ne comprennent même pas l'intérêt de la chose. Ils ne comprennent pas. Ils voient le prix du litre, ils ne multiplient pas par le nombre de tonnes qui peut être produit. Donc, bon, je caricature un peu, j'admets que je caricature un peu, mais c'est le sentiment vraiment au sortir de leur raisonnement. Quoi. Et par contre, vous revenez avec un savon, par exemple le savon Bosco aujourd'hui que nous vendons dans les stations Total, tout de suite ça donne du prestige. Total vous fait confiance, vous laisse distribuer ça dans les boutiques de ces stations. Ça veut dire déjà que vous avez évolué un peu par rapport au jour où vous veniez avec votre bidon d'huile de palme. Ouais, donc c'est ça aussi le besoin de s'intégrer en amont et en aval. Alors parlons finalement, on parlerait finalement de la chaîne de la chaîne de valeur. Vous avez de l'huile au départ, vous avez du palmier à huile. Il y en a certains même qui peuvent acheter les régimes d'huile directement, les régimes de noix de palme directement, qui auraient besoin peut-être de produits encore à l'état brut. Pour faire la moime par exemple. Pour faire la moime. Il arrive qu'on en vende, mais la difficulté c'est... Ça ferait pas mal qu'on retrouve sur le marché, sur les grandes surfaces ici, des noix de palme bien pactées et autres, bien conditionnées et vendues. C'est vrai que quand même. On n'a pas pensé à faire ça, mais c'est vrai que ça pourrait être valorisé comme un produit du terroir, beau, bien présenté, dans des packaging modernes. Oui, c'est vrai que c'est une idée, je la note. Au lieu de transformer tout ça, écoutez... Mais de toute façon, la beauté du palmier à huile, c'est les nombreux débouchés, les nombreux produits issus de cette... Comme on disait souvent à l'école, je me souviens, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très applicable au palmier à huile. On a énormément de produits dérivés qui peuvent en sortir. Et là, il faut se dire que 6 ans, parce que ça fait 6 ans que nous sommes actifs dans l'agriculture, depuis 2013, c'est une entreprise très, très, très jeune dans l'agriculture. Donc, dans la dizaine d'années à venir, parce qu'on se projette de 10 à 15 ans, on aura encore plusieurs produits qui arriveront sur le marché. On améliorera chacun des produits qui existent déjà. Le packaging, par exemple, on parlait de l'huile en vrac. Voilà. Vous voyez, par exemple, un de nos confrères sur la place, EcoOil, avait de très beaux bidons de 10 litres, étiquetés EcoOil, ça c'est très bien. Nous, aujourd'hui,
on n'a pas le volume d'huile nécessaire parce qu'on est encore petit, les plantations ne sont pas à 100% en production, pour pouvoir garantir un approvisionnement toute l'année dans ce format-là. Et en plus, ça demande un investissement. Pardon? Répondre aux besoins du marché. Oui, tout à fait. On ne paraîtra pas sérieux si on apparaissait et qu'on disparaissait. On dit souvent que la commercialisation ou le business de l'huile de palme beaucoup fait l'objet de concurrence déloyale, qu'il y a beaucoup de produits qui viendraient des pays avoisinants de la sous-région et que ça mettrait en mal, en fait, les producteurs locaux. En fait, en RDC, par exemple, ou au Cameroun, il y a des industriels, il y a des petits producteurs comme nous qui font très bien leur boulot, qui produisent un produit de qualité irréprochable. On n'a rien à dire contre ça. Le problème, c'est maintenant la contrebande. Vous avez tout un circuit de gens qui vont acheter chez ces producteurs, des fois même des circuits même de vol, qui vont voler dans les plantations, qui ont des presses artisanales illicites, qui pressent et qui coupent ces produits à toutes sortes de choses, parce qu'on ne peut même pas dire ce qu'il y a dedans, des fois l'eau, ou dans le meilleur des cas, c'est de l'eau. Et ça, c'est terrible parce que, vous voyez par exemple, il y a 3 ans, le bidon de 25 litres d'huile de palme se vendait par les producteurs autour de 13 000 francs CFA. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre ce même bidon à plus de 9 000 francs. Mais derrière, pour les populations, le prix final n'a pas baissé. C'est simplement qu'il y a une pression sur les fournisseurs pour baisser le prix. Pourquoi ? Parce que c'est une concurrence déloyale de produits de moindre qualité. Donc nous, par exemple, GTC, on arrive encore à vendre un bidon à 10 000, 10 500 parce que la qualité de notre produit est reconnue. Un bidon de combien de litres ? De 25 litres. De 25 litres. La qualité du produit est reconnue, mais les personnes qui achètent disent « Bon, je reconnais quand même la qualité, mais regardez quand même ce qui se fait à côté. » Donc ça tire un peu tout vers le bas, malgré que vous essayez de faire de la qualité. C'est du dumping, en quelque sorte. C'est du dumping, c'est exactement le terme. Ça tue le commerce et ça tue l'affaire. C'est pour ça que quand vous êtes un producteur qui a un petit volume d'huile, vous êtes obligé de faire un arbitrage entre la mise sur le marché de produits non transformés ou alors en allant le plus loin possible en transformant l'huile en un produit à forte valeur ajoutée où vous faites le minimum de marge qui vous permet de... Est-ce que l'arbitrage de l'État peut être utile à ce niveau? Protection du marché, contrôle rigoureux? Je dirais en termes de texte... Application par exemple d'une fiscalité assez démoralisante pour les importateurs ou pour ceux qui ramèneraient, par exemple, ces produits qui viennent de faire la concurrence aux locaux, appliquer des politiques qui, ma foi, freineraient peut-être ces gens à... Ce sujet de régulation, de taxation est vrai dans beaucoup d'autres filières, on pourra l'aborder, mais il n'est pas très applicable au palmier à huile pour une simple raison, c'est qu'au Congo, on est très compétitif sur le prix de revient de la tonne d'huile de palme par rapport au marché international. Ah bon? Oui, étonnamment. Si vous regardez les cours mondiaux de l'huile de palme, on est à 280 000 francs CFA au départ de Malaisie ou d'Indonésie, une tonne d'huile de palme. Et aujourd'hui, nous pouvons produire la tonne chez GTC ou même dans les petites exploitations à moins que ça. Donc, personne aujourd'hui n'importe de l'huile de palme par bateau, par exemple, comme on importerait la farine. Donc, du coup, l'État pourrait intervenir uniquement dans les filières qui sont structurées, qui importent de façon légale, via le port de Pointe-Noire, etc. Parce que c'est plus la contrebande dans le Mais nous, c'est vraiment de la contrebande. C'est de la contrebande transfrontalière. Donc, on est plutôt dans le pouvoir plutôt de contrôle des passages aux frontières, etc. Donc, en réalité, on n'a pas de problème avec l'huile rouge propre qui serait importée. Aujourd'hui, on est compétitif. On a par exemple certains transformateurs qui veulent se lancer dans le savon à Pointe-Noire, qui sont en train de faire une étude entre se fournir localement ou se fournir en important. Et ça leur crève le cœur de constater que sur le marché local, l'huile est moins chère que le prix international, mais en revanche, il n'y a pas le volume nécessaire. Donc ils vont tout de même importer dans une période charnière en attendant que la production nationale puisse prendre le relais. Est-ce que vous réfléchissez, vous travaillez déjà pour répondre aux besoins du marché local dans les 5-10 ans à venir? Est-ce que c'est vos objectifs aujourd'hui? Nous sommes contraints par la surface de notre exploitation. Nous avons 1300 hectares, dont nous planterons 1200 en palmiers à terme. Suffisant ou bien il y a encore de perspectives? Et c'est peu, justement, c'est peu. Donc l'idée que nous avons eue à l'esprit, nous n'avons rien inventé, ça existe dans d'autres environnements industriels, c'est d'attirer à nous toute la communauté d'agriculteurs de la zone. Donc nous sommes sur un axe sur la route de Maluku d'une 30aine de kilomètres, où il y a beaucoup de manioc qui est fait. Et l'idée, c'est d'amener une partie de ces producteurs à se recycler dans le palmier à huile.
Donc l'objectif de GTC, c'est dans 10 ans, avoir suscité 5000 hectares de palmiers à huile en plantation villageoise, comme ça se dit un peu de façon abrupte. Voilà. Et donc, on en parlera sûrement tout à l'heure, nous avons suscité la venue sur notre domaine pour commencer à les accoutumer aux palmiers à huile, aux techniques liées aux palmiers à huile. Nous avons fait venir toute l'écosystème des coopératives de la zone d'Igné, voilà, qui s'appelle la CDDI. C'est la coordination des coopératives du district d'Igné. Voilà. Et donc, que vous réunissez toujours, que vous organisez. Non, nous n'intervenons pas dans la structuration elle-même. Nous avons, cette structure existait, nous sommes allés vers eux en leur disant nous avons une certaine surface de terre, planter une partie, pas tout. Donc nous vous proposons de venir, on vous met à disposition entre 100 et 120 hectares. Voilà, vous vous installez là, on laboure pour vous, on vous prépare le sol, vous met à disposition un sol prêt au planting. Et on a un contrat cadre de 2 à 3 ans en fonction des cultures renouvelables. D'accord. On les a mis dans une zone où nous n'avons pas de projet à court terme de planting, donc ils sont garantis de pouvoir rester là toute la durée des contrats. L'idée pour nous, c'est de les aider. Donc, si je peux me permettre pendant 2 secondes de revenir sur le fonctionnement des coopératives. En général, les coopératives agricoles dans notre pays, c'est un certain nombre de membres de coopératives qui, chacun de son côté, cultive un petit lopin de terre. Tout à fait. La coopérative se met ensemble, soit loue, soit achète en commun un espace de terre et un certain pourcentage de temps, chaque membre de la coopérative vient travailler pour la coopérative dans ces espaces communs. Ce que nous avons fait, c'est que vous connaissez les difficultés d'accès au foncier qu'on a dans le pays en général, et en plus à Igné, qui est aujourd'hui quasiment dans Brazzaville, tellement la pression foncière est forte. Ce que nous avons fait, c'est ces espaces communs, nous avons dit aux coopératives, ne cherchez plus, n'allez pas louer, n'allez pas acheter, venez, nous vous mettons à disposition gratuitement cet espace commun. Donc chacun reste toujours dans son lopin. Et au moment de travailler pour la coopérative, cette coopérative travaille sur l'espace que nous leur avons mis à dispo. Donc il y a plusieurs objectifs, c'est en phase, on va dire, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est de leur apporter cette aide-là. Mais ça n'est pas altruiste. Même eux, ils le savent, on est très clair sur nos objectifs. La première phase, c'est de leur apporter cette aide. En parallèle de l'aide d'accès simplement à la terre, nous leur proposons aussi, nous avons des camions, des véhicules, parce que nous sommes un peu mieux structurés qu'eux de par leur taille et de par notre taille. Donc nous leur proposons d'évacuer la production. Donc ils se coordonnent sur Gratuitement. Gratuitement, tout à fait. Simplement qu'on ne va pas tous les matins aller évacuer leur production, on va le coordonner. Lorsqu'on a un camion qui descend à Brazzaville, on en profite. Donc on le fait quand même de façon à ce que ça ne pèse pas trop sur notre activité. Et dans la deuxième phase, l'intérêt pour nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était de susciter l'envie pour ces coopératives de planter du palmier à huile. À terme. À terme. Aujourd'hui, ils ne connaissent pas le palmier à huile autrement que quelques arbres par-ci par-là, on coupe les régimes et puis c'est artisanal, quoi, voilà. Et on veut leur faire découvrir la culture du palmier à huile en industriel. Voilà. Donc ces coopératives ont accepté qu'un membre de coopérative par mois va bosser chez nous dans les palmeraies. Donc l'objectif, bon, vous imaginez qu'il y a 17 coopératives. Dans le planting. Dans le planting, dans la pépinière, dans toutes les phases, y compris même à la savonnerie et à la presse à huile. Comme ça, ces gens seront polyvalents. Ils pourront même aller et tenter l'expérience indépendamment. Ou alors, donc, nous préparons dans 2 ans un programme de pépinière où nous donnerons à toutes les coopératives volontaires gratuitement les plants qu'ils iront planter. Donc, pour encourager ce planting. Et donc, nous espérons pouvoir demain récolter les fruits de ce programme et qu'ils viennent reverser chez nous. Donc, nous aurons l'usine du coin. Et ils reviendront reverser chez nous leur production. Ils comprennent la pertinence de... Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'accord. Nous les avons rencontrés le jour que nous sommes allés visiter vos hectares de plantation de palmiers à huile et voici ce qu'ils déclaraient ce jour. Vous faites quoi à Igné? Je fais le maraîchage. C'est quoi que vous faites? Je fais le chou, le poivron, la tomate salade, les pastèques, les concombres, l'haricot vert. Il y a longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait 6 ans de cela. 6 ans déjà. Mais je vous ai vu dans une réunion là. Est-ce que c'est bien de rentrer en contact avec GTC? Vraiment, avec GTC, Capifort, vraiment, il nous a rendu un grand service. Parce que nous, on a les difficultés pour payer les terrains, louer les terrains, payer les propriétaires fonciers. Il nous a facilité la tâche de la location, la machine. Vraiment, nous on déchire seulement, vraiment, il nous a beaucoup aidés. S'il y avait d'autres personnes qui pouvaient faire cela, on pouvait avoir au moins
un peu de pauvreté dans le pays. Parce que là, ça nous facilite. Nous, j'ai les difficultés pour avoir l'argent pour payer la location de terre. Il nous a facilité ça. Il nous a donné encore la machine qui travaille gratuit. Il nous a facilité aussi le transport des boutures pour planter. Donc vraiment, il nous a beaucoup aidés. Vous avez parlé d'un contrat signé avec GTC. Est-ce que ce contrat vous permet quand même de vous améliorer et d'améliorer les techniques agricoles? Le contrat avec GTC nous permet, c'est vrai que nous sommes à la phase de démarrage, mais ça va nous permettre d'évoluer. Vraiment, évoluer dans quel sens? Bon, nous disons que ce contrat est la bienvenue pour nous, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans Igné. Dans Igné, parce que, bon, vous savez, les groupements ont des difficultés. Les difficultés d'octroi de terre, par exemple. Bon, quand vous pouvez avoir la terre, avoir le tracteur pour labourer, c'est tout un problème. Bon, pulvériser, c'est tout un problème. Or, avec GTC, il nous a octroyé la terre et il met à notre disposition les tracteurs pour le labour, le pull. Bon, mais... Et donc, c'est un projet porteur pour nous. Un contrat porteur pour le groupement d'Igné. Avec GTC Cap-Fort et puis la CDDI avec tout le groupe qui le suit, vraiment, on a signé une alliance qui va porter, parce que c'est un contrat qu'on a signé sur 2 ans et là on était en réunion, on a voulu revoir, c'est peut-être que ce contrat va aller sur 2 ans ou 3 ans renouvelables. Donc vraiment, nous, au niveau de la CDDI, nous sommes beaucoup ravis de ce contrat. Nous avons eu un bonheur, la chance n'existe pas, des opportunités de se retrouver en commission à Brazzaville lors des journées couplées, surtout la journée internationale de la femme rurale qui était le 15 octobre et le 16, la journée mondiale de l'alimentation couplée au 17, la journée internationale de la pauvreté. Voilà donc ces 3 journées-là, nous avons des événements à Nicole-Oba, à Brazzaville. Après, nous nous sommes retrouvés au lac, au lycée agricole, au PK17. Et là, on rencontre M. Njombo Michel, on échange avec lui et dit, tiens, nous avons un projet ensemble, est-ce que nous pouvons aller? Alors donc, on se retrouve dans les jours suivants, on commence les négociations, on initie quelques textes, quelques drafts, et puis voilà, on arrive à quelque chose de communautaire. La finalité, c'est quoi finalement dans tout ça? Améliorer les conditions de vie, non seulement des coopérateurs, mais par ricochet, les populations, leurs familles, les enfants qui peuvent aller à l'école parce que papa travaille, il a des ressources suite à l'activité agricole, il peut envoyer ses enfants à l'école, ils peuvent se soigner, l'éducation, les besoins de base de la vie. Mais apparemment, c'est des gens qui sont très bien informés, qui sont très bien et qui apprécient votre démarche aujourd'hui. Il faut l'entretenir, il faut la pérenniser et il faut surtout aussi amener le maximum de maraîchers, des coopératives d'Igné, parce que le gros du problème qu'ils soulèvent, c'est le problème du foncier. Il faut le régler. Ils doivent louer des lopins de terre chaque année, payer un montant à des propriétaires fonciers qui ne le sont ou qui ne le sont pas peut-être là aussi. Il faut que peut-être que vous arrivez à les encadrer aussi à ce niveau-là. Le seul moyen d'arriver à adresser ce genre de problématique, c'est de se regrouper. Donc là, eux, ils sont déjà bien organisés, c'est très bien, on les en félicite. En se mettant avec nous et en allant parler aux autorités concernées, on arrivera à adresser ce genre de problématique. Donc c'est justement ça, la première étape, c'est se structurer, se connaître, et ensemble, on pourra adresser les problématiques foncières. Je pense même qu'à terme, on pourra même aller vers l'État, obtenir peut-être une concession, et plutôt que GTC aille faire 2000, 3000 hectares en propre additionnel, on pourra faire une espèce une coopérative bis, on dira, avec ces gens, et on ira faire le palmier à huile ensemble. Je pense que tout le monde sera gagnant. Ouais. D'accord, alors tous ces hectares, ces plantations que nous avons visitées, ça nécessite un entretien. C'est des plantations qui sont bien entretenues, et ça vous exige de la main-d'œuvre quand même. Oui, beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre pour entretenir ces
ces plantations? Tout à fait. Là, on a de manière permanente un peu plus d'une trentaine, ça fluctue à 5-10 près, entre 30 et 40 employés permanents. Et en fonction du volume d'activité, que ce soit de la récolte, du planting, lorsqu'on a un gros volume d'activité, de façon saisonnière, on recrute 20-30 personnes en plus. À terme, lorsque toute la surface sera plantée et que tout sera en production, on aura entre 100 et 150 personnes qui travailleront là en permanence. D'accord. Et je vous avouerai que tout ça a un coût, et c'est la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 450 hectares plantés. Voilà, 450 hectares. 450 hectares plantés. Qui ne sont pas encore arrivés à maturité. Qui ne sont pas tous arrivés à maturité. Voilà. Et l'objectif, c'est 1200 hectares. Mais vous imaginez le palmier à huile, à partir du moment où vous le plantez, vous avez 3 ans sans que vous ayez la moindre graine. Et la moindre, c'est la patience. Voilà, ne pas avoir de graines veut dire ne pas avoir le moindre franc CFA dans la poche voilà, non plus, y compris pour le réinvestir. Donc ça fait qu'on y va au pas que les fonds propres, que le retour qu'on peut tirer de notre production nous permet. Voilà. Sinon, si on avait un appui de bailleurs de fonds, si on avait... Si les banques vous accompagnent. Si les banques nous accompagnaient, exactement. Les banques peuvent nous accompagner, mais dans du court terme. Une banque peut vous aider à acheter un véhicule, mais le problème, c'est que vous allez devoir rembourser ce véhicule dès le premier mois de l'octroi de ce crédit. Et dans l'agriculture, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut rien rembourser avant la récolte. Alors, nous avons vu en sillonnant, en parlant de Cap-Fort, vous avez parlé du complexe agropastoral, il y a des bêtes également que vous entendez, il y a de l'élevage, il y a comme une activité un peu complexe, un peu diversifiée à ce niveau. Que vient faire l'élevage là-dedans? Nous ne voulons pas développer à grande échelle l'élevage, mais en revanche, nous faisons de l'élevage pour continuer un peu dans cet esprit d'économie ou de production circulaire. Ouais. Tout ce qui est déjection animale est utilisé comme engrais organique. Donc l'idée de départ, c'est ça. Après, on fait tout de même de l'élevage à petite échelle, à but commercial. Donc nous envoyons à l'abattoir, nous commercialisons les bêtes, etc. Mais l'objectif, c'est un peu comme on a dans l'imaginaire collectif la bête qui va nettoyer les parcelles, qui va brouter, etc. Donc on fait de l'élevage sous couvert. On a des bêtes qui vont dans les palmeraies, donc c'est une main-d'œuvre additionnelle à notre personnel et ils nous nettoient les palmeraies. Donc c'est un peu de l'économie ou de la production circulaire. Voilà. D'accord, et parlons d'un volet qui semble faire pratiquement la fierté de votre structure GTC, c'est la fabrication. Vous filialisez de l'huile rouge transformée en savon. C'est une chaîne que vous avez monté toute une chaîne de production du savon. C'est apparemment l'activité phare de GTC. Oui, aujourd'hui, nous avions des activités avant de rentrer dans l'agriculture, principalement dans la fourniture de services. Aujourd'hui, nous ne faisons quasiment plus que de l'agriculture. Donc nous avons un certain nombre d'investissements qui continuent à se fructifier en parallèle, qui nous permettent de faire cet investissement sur fonds propres. Mais 90% de nos activités sont agricoles aujourd'hui. Et dans l'agriculture, comme dans n'importe quelle filière d'extraction, par exemple, si on parle de la forêt ou dans les mines, plus vous allez vers l'aval, plus vous réalisez de bénéfices. Même sans être particulièrement gourmand à faire des marges extravagantes, mais c'est simple, lorsque vous produisez une tonne d'huile de palme, vous réalisez environ 100 000 francs de marge par tonne. Cette même tonne, avec le coût additionnel de transformation, de main-d'œuvre, de distribution, tous les coûts qui rentrent pour la transformation en savon jusqu'à la commercialisation, par tonne de savon, on arrive à gagner 300 000 francs. Donc vous voyez, rien que pour un aspect de viabilité économique, on a une marge triple. Donc c'est d'où l'intérêt d'aller au maximum de la transformation. Quels sont vos rêves d'investissement dans la modernisation de l'équipement, de la chaîne de transformation? Commençons d'abord par la chaîne de production de l'huile de palme. Là, à ce niveau-là, il y a nécessité que les choses se modernisent dans les 10, 15, 20 ans à venir. Nous sommes très francs sur le niveau de technicité, le niveau de qualité, le niveau de nos installations. Aujourd'hui, nous sommes un transformateur quasi artisanal. Voilà. Donc, quand vous voyez peut-être à l'écran, vous verrez les machines que nous avons. Nous avons fait des investissements à la hauteur du rendement des palmeraies. Il y a beaucoup des fois vous allez faire une belle usine, vous allez mettre 1 milliard dans des machines qui seront très belles, immobilisées, mais qui ne produiront pas. La machine la plus petite d'extraction d'huile de palme, aujourd'hui en industriel, fait 2 tonnes par heure. Vous imaginez? Nous, aujourd'hui, on ne produit à peine
que 1 à 2 tonnes par jour, vous imaginez que la machine, elle ne va pas travailler tous les jours. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, on a préféré maximiser l'investissement dans l'extension des surfaces, donc tenir ces 3-4 années jusqu'à ce que la production puisse nous permettre d'être autosuffisants. Et à partir de ce moment, quand on n'aura plus besoin d'injecter de l'argent, subventionner l'exploitation, nous investirons dans des installations modernes. Donc, le rêve, c'est d'avoir une grosse usine qui pourrait nous faire, un peu comme les industriels dans les pays voisins, 40 tonnes par heure et qui pourrait absorber la production d'une belle palmeraie qui serait sur tout l'axe d'Igné, où on aurait tout le monde qui se mettrait à faire du palmier à huile et qui viendrait reverser chez nous. Ça, c'est vraiment le rêve. Ça va de soi aussi pour la chaîne de fabrication du savon. À terme... Parce que là encore, c'est une technologie artisanale encore. Tout à fait. Oui. Pareillement. Aujourd'hui, on a la production de savon est assez simple, assez rudimentaire, vous l'avez vu. En industriel, vous avez tout est automatisé, tout est coupé, mis sous vide, mis dans des emballages, tout est automatisé, il suffit d'appuyer un bouton. Mais ça a plusieurs défauts dans le besoin d'investissement en entretien, en maintenance. Il faut avoir des spécialistes là-dessus. Et le volume d'huile de palme que nous produisons ne pouvait pas justifier ce niveau d'investissement. Donc, il faut aller à la vitesse que, 1, ces moyens permettent, et 2, que la matière première disponible puisse être suffisante pour être absorbée. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une savonnerie industrielle adossée à une extraction d'huile industrielle. Voilà. Et d'atteindre un volume tel d'huile de palme dans le district qui nous permettrait de continuer à faire de l'huile de palme pour la consommation, raffinée ou non, parce que l'idée c'est de faire une raffinerie aussi dans le coin. Et nous serons fiers dans 10 ans d'avoir fait la première huile de palme raffinée 100% en savane. Ça n'existe nulle part dans le monde. Donc ça, ce serait le challenge, ça serait une belle réalisation. Il y a des financements sur le plan mondial, au-delà des banques qui restent encore résilientes, qui n'accompagnent pas suffisamment. Il y a que le marché international offre des opportunités à développer des expériences pareilles. Le problème, on a plusieurs difficultés à se faire financer. Le problème, c'est que les financiers aiment arriver dans des écosystèmes maîtrisés. Et le problème, c'est que l'agriculture chez nous, malheureusement, n'est pas encore suffisamment développée pour qu'un banquier puisse avoir l'impression qu'en mettant de l'argent, un banquier, un investisseur, en mettant de l'argent, qu'il puisse le récupérer en sortie du processus. Il y a des fonds d'investissement, par exemple, comme IEP, Amétis, ICP, mais ECP, mais le Congo ne les intéresse pas vraiment. Ils viennent des fois prospecter, mais jamais ils n'ont investi dans quoi que ce soit, parce qu'ils ont encore l'impression qu'on est un peu embryonnaire dans nos différentes filières. Donc c'est un travail de longue haleine, on est obligé d'y aller pas à pas, beaucoup sur fonds propres. Et l'idée de joint venture, par exemple, trouver des partenaires quelque part au Maroc, en Afrique ou en Europe, et qui apporterait peut-être une valeur ajoutée, technologiquement parlant. Ça, on y travaille. Vous me verrez beaucoup dans des forums économiques, dans des forums sur l'entrepreneuriat, voyager à la rencontre des investisseurs. Donc, on y travaille, on vend le maximum possible notre exploitation, on vend notre expérience et on communique beaucoup sur les perspectives, sur notre vision pour pouvoir attirer. Par exemple, cette semaine, je vais participer au forum IFRAN pour rencontrer là aussi des investisseurs potentiels, pour rencontrer des partenaires potentiels. Donc, on travaille là-dessus. Alors, les capacités de production de votre savonnerie aujourd'hui? Elles ont évolué. Elles étaient environ de 300 kilos dans les premières semaines. Donc, c'est très modeste, parce qu'en industriel, je vous disais, on est à 2 tonnes heure. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très modeste. Et aujourd'hui, on est environ à 500 kilos par jour. Donc, on est à 500 kilos. Très vite, dans les 18 mois, nous arrivons à 1 tonne. Et petit à petit, dans les années à venir, notre vitesse de croisière, ça sera 5 tonnes par jour. Donc, l'intérêt, en dehors du fait de croître au fur et à mesure du débit de sortie de la matière première de notre plantation, c'est de tâter également le marché. Si vous arrivez aujourd'hui avec 5 tonnes de production par jour, je vous garantis que vous n'allez pas écouler 5 tonnes sur le marché de Brazzaville alors que le produit n'est pas connu. Une production intelligente. Bon, aujourd'hui, on se flatte de dire qu'on fait une production intelligente, même si c'est peut-être arrivé simplement par la force des choses. Ça n'a pas été réellement... ça s'est imposé. C'était comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Vu la réalité du marché. Exactement. La réalité de notre capacité de production, la réalité du marché, la difficulté que connaît le pays aujourd'hui avec la crise. Tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, nous vendons, je reste dans des exemples terre à terre, nous vendons un gros savon à 400 grammes
Oui. que nous vendons à 300 francs CFA. Nous vendons un petit savon que nous vendons à 100 francs CFA. Mais un collaborateur qui se charge de la distribution me disait que les boutiquiers freinent un peu avec ce savon à 300. 300, c'est cher. C'est cher. Mais quand vous faites De combien de grammes? 300? 400 grammes 400 pour 300, grammes pour 300. et le 100 grammes pour 100 francs. C'est plus rentable de prendre le 400 grammes à 300. Voilà. Vous voyez? Mais comme les gens ne regardent qu'au prix à cause de la difficulté économique que subit le pays aujourd'hui, ils veulent prendre le petit savon aujourd'hui parce que bon, j'ai 100 francs, je prends le petit savon. Voilà. Vous voyez? Alors qu'autant prendre un savon plus gros et qui va Et pourtant, durer ça plus longtemps. paraît, ça revient d'être Moins cher, voilà. Oui. Mais parce que malheureusement aujourd'hui, nous visons la masse. C'est un produit tout usage pour la population congolaise en général. Et bon, il y a des difficultés économiques qui s'imposent. Donc on est dans des arbitrages dans les foyers où on ne peut pas faire n'importe quelle dépense inconsidérée. On en est même à devoir choisir malheureusement peut-être d'acheter aujourd'hui à 100 francs et de racheter un peu plus souvent plutôt que d'acheter une fois 300 et de dépenser tout de suite 300. Quoi. Mais et pourtant, du point de vue de la qualité, le produit semble être accepté, adopté par les ménages. Sans nous vanter, Congo. nous vanter, je pense qu'on a le meilleur savon local congolais au niveau du rapport qualité-prix. Je l'utilise personnellement, souvent ça amuse parce que je prends cet exemple, mais moi je m'en sers au quotidien. Je suis le premier démonstrateur de notre savon, je mets des photos sur les réseaux sociaux, c'est des photos que je prends. Vous l'utilisez pourquoi? Pour Et pour quel usage? C'est un savon tout usage. Il peut servir pour le linge, pour le ménage, y compris pour le corps. Parce qu'il faut savoir que c'est un savon naturel, sans aucun additif chimique. Donc il y a simplement la saponification, on produit le savon. Il n'y a pas de parfum chimique, il n'y a pas de colorant chimique, c'est un savon naturel. Et vous savez, l'utilisation qu'on fait du savon, en fait, c'est un positionnement marketing. Les vendeurs de savon nous ont convaincus d'utiliser des petites savonnettes chimiques qu'on vend dans les supermarchés, qui sentent très bon, qui sont belles, qui sont colorées, qui ont des formes novatrices. Mais en réalité, le vrai savon, c'est ce savon qui est fait de matière grasse, de soude caustique. C'est naturel. C'est naturel. Le savon de Marseille, par exemple, vous allez vous laver le corps avec, vous n'aurez pas de boutons, ça ne vous agresse pas. Il est naturel. Il est naturel. Voilà. Quand vous lavez tous les jours avec ces savons chimiques, vous ressentez le besoin de mettre beaucoup de lait hydratant, la peau tire, la peau blanchit, etc. Avec notre savon, j'ai eu un témoignage assez drôle d'une amie à qui on a offert du savon. Il dit, ma ménagère me dit que mes mains ne souffrent plus depuis que je me sers de votre savon. Ça nous a amusé, mais c'est un argument, effectivement. C'est pas Est-ce agressif. que vous ne seriez pas tenté de colorer, d'apporter quand même une petite coloration diversifiée, bien évidemment, pour ne pas avoir la même couleur? Petit blanc peut-être, teinté au blanc, pour ne pas ressembler au savon de Marseille, bien sûr. On est en phase de pénétration du marché à la fois pour acquérir un certain nombre de points de vente, mais aussi pour avoir les retours des consommateurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on devrait le changer? Y compris même dans les formats. Tout à fait. Donc on est encore ouvert. On va dire on est dans les 6 premiers mois de la commercialisation. C'est encore sujet à modification. On est vraiment ouvert. Et on est par exemple sur les réseaux sociaux très présents. Tous les jours on reçoit des sollicitations, des questions, des demandes, des suggestions. Et donc on échange beaucoup avec notre clientèle. Est-ce que les pouvoirs publics vous suivent? Pour terminer, parce que c'est une démarche locale qui méritait d'être accompagnée. Je dirais, les pouvoirs publics aujourd'hui sont un peu en difficulté, tout comme les ménages. La réalité dépassés, du pays, voilà. c'est que les caisses sont vides. Mais en revanche, les pouvoirs publics nous mettent énormément en avant auprès des ONG internationales, auprès de potentiels bailleurs. Et nous avons régulièrement des visites d'institutions qui sont intéressées par ce type d'activité que nous avons et qui viennent à l'exploitation nous visiter. Donc quand il y a des réunions, par exemple, sur la promotion de l'agriculture durable, nous sommes régulièrement invités autour de la table. Donc malheureusement, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça, que de nous accompagner à promouvoir notre activité. D'accord. Et est-ce qu'il y a un message particulier à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui? Ben, le message, c'est qu'il faut qu'on soit de plus en plus conscient de l'intérêt de s'investir dans des activités durables. Ouais. Pas seulement dans l'agriculture, mais il faut que tous ceux qui ont les moyens d'investir investissent dans des activités de production durables. Que ceux qui ne sont pas des investisseurs, mais des employés, à leur niveau, chaque Congolais puisse penser à l'impact de ses actions, à l'impact de ses projets. Et il faut plus qu'on ait ce réflexe un peu de la facilité. Il faut qu'on s'investisse dans du durable. Merci Michel Diombo. Je rappelle que nous vous recevons dans le cadre d'un vaste programme de développement de la filière Cogra et vous disposez aujourd'hui de quelques milliers d'hectares de palmiers à huile. Vous vous lancez donc dans la production d'huile de palme et depuis 6 ans,
Vous êtes sur le terrain dans la périphérie de PK45. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que nous allons vous retrouver lundi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonsoir et à très bientôt.